L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois, Louis Dauphren. Le projet de loi fin de vie pourrait faire son grand retour. Arrêté brutalement avec la dissolution, le projet de loi prévoyait la légalisation en France du suicide médicalement assisté avec exception d'euthanasie. Le texte pourrait revenir au Parlement donc d'ici quelques semaines. Début octobre, sur France 2, le Premier ministre a promis de reprendre l'examen du texte, je cite, au moment où il a été interrompu pour gagner du temps. Michel Barnier qui s'est dit favorable à cette réforme, Louis Dauphren. À la vérité, on se demande pourquoi. Parce que franchement, on a dans l'opinion, enfin c'est les enquêtes d'opinion qui le disent, ça n'apparaît pas dans les priorités des Français. Donc on se demande pourquoi il faut reprendre un tel texte dont on ne mesure pas assez les conséquences. Parce que vous voyez, sur une antenne comme la nôtre, on en parle régulièrement. Mais c'est la première fois peut-être qu'on va tuer en temps de paix. C'est aussi la première fois qu'on va faire intérioriser aux gens des contre-valeurs sociales qui vont avoir une influence sur l'ensemble du corps social tout à fait prodigieuse, fantastique, incalculable. Donc, si nous en parlons régulièrement, ça se justifie parce qu'il y a une crainte réelle, en plus des professionnels de santé. Et ça, c'est ce que va nous dire aussi notre invité, le docteur Alexis Burneau, avec une mobilisation peut-être en perspective. Bonjour, docteur Alexis Burneau. Bonjour. Urgentiste, médecin au service de soins palliatifs de l'Institut Curie. Merci d'être avec nous ce matin. Le projet de loi donc, pourrait revenir tel quel au Parlement. Quelle est votre réaction ? Écoutez, j'ai écouté pendant des heures et des heures les auditions à l'Assemblée nationale, les débats, les amendements au Parlement. Force est de constater qu'après 2 semaines sur les 3 prévus du débat, le projet initial a fait une sortie de route et sorti complètement de son cadre qui était déjà assez permissif. Mais en quelques heures, on a eu l'élaboration d'un projet qui était bien plus permissif que l'ensemble des projets qui existent dans le monde, avec des propositions qui ont été faites que l'acte d'euthanasie puisse être fait par un proche, par quelqu'un de la famille, par un parent, que le délai entre la demande d'euthanasie et l'acte de faire mourir puisse être de 48 heures, alors qu'en Belgique, vous avez 1 mois, et que ce temps-là puisse être réduit à 0 sur des critères subjectifs de dignité. On a vu des députés qui levaient la main pour pouvoir la proposer à des personnes handicapés avec le moins de pronostics possible. Bref, on a pu sentir, en tout cas j'ai pu sentir de manière palpable, une ambiance qui était celle d'un projet qui essayait d'être sans condition pour pouvoir mourir quand on le décide. Pour vous, quelles lignes rouges ont été franchies ? Toutes celles que je viens de vous dire, c'est-à-dire que vous avez un esprit de projet qui est venu finalement dire « vous êtes vulnérable ». Vous êtes euthanasiable, vous êtes vulnérable, vous êtes suicidable. Alors certes, avec des histoires de vie extrêmement difficiles pour certains, extrêmement complexes pour d'autres, mais aussi dans une époque où l'offre de soins n'est pas à la hauteur sur tout le territoire, et donc avec un risque considérable que cet acte de faire mourir soit pour des personnes qui n'ont pas accès à ces soins. Et pourtant, vous avez vu la Convention citoyenne sur la fin de vie, vous voyez aussi les enquêtes d'opinion. Les Français semblent favorables à une telle évolution de la loi. Oui, avec 2 nuances, je pense. D'abord, vous venez de le dire, Monsieur Dauphren, sur les enquêtes d'opinion, notamment Harris, l'offre de soins, la possibilité d'avoir accès aux soins à l'hôpital, qui est extrêmement fragilisé en ce moment, qui est extrêmement tendu, arrive en 2e besoin des Français. L'aide à mourir arrive sur une 15e position, et encore la proposition est faite. Il y a autre chose aussi, c'est-à-dire que parmi les personnes qui souhaitent qu'il y ait une évolution de la loi, je pense qu'il y a 2 groupes. Il y a celles et ceux qui ont été témoins de fins de vie inadmissibles pour leurs proches et qui ne le souhaitent pour personne, surtout pas pour eux-mêmes, et qui pensent que, j'allais dire, le coup de pouce d'accélérer une fin de vie qui est proche et d'accélérer la mort est quelque chose qui devrait être possible sans risque pénal pour la personne qui le fait, et d'autres qui sont dans un projet bien plus fort, bien plus permissif, et qui sont les plus militants sans doute là, qui veulent une loi de liberté sans condition qui permette de décider du jour et de l'heure de sa mort sans avoir à se justifier, mais avec la tierce personne que pourrait être le corps médical ou les soignants ou des proches, ce qui est un programme tout autre et avec le risque considérable que fragilisé par le grand âge, la maladie, le handicap, eh bien le pas à franchir soit hyper facile puisqu'il serait devenu une norme ou une règle possible dans la société et donc une incitation à le faire ou en tout cas à l'envisager. Docteur Alexis Burneau, comment expliquez-vous que la France, qui a eu jusqu'à présent quand même, au fil des lois bioéthiques, des positions plutôt d'entre-deux, de conciliation ou d'équilibre, et la France pouvait être présentée comme un modèle d'ailleurs par rapport à d'autres pays,
comme le Canada ou la Belgique, qui se sont lancés dans des voies beaucoup plus permissives, si on reprend votre terme. Comment expliquez-vous que tout d'un coup, on se retrouve beaucoup plus permissif que les autres ? Je pense que c'est pas tout d'un coup. Il y a quand même une lame de fond depuis des dizaines d'années de personnes qui veulent faire valoir ce droit, cette possibilité. Encore une fois, je les respecte et je respecte toutes les opinions, mais il y a effectivement un emballement. Il y a un emballement qui, je pense, est plus partagé par un groupe militant fort que par l'ensemble de la population. Je discutais encore hier avec des collègues de soins palliatifs dans différents endroits de France. Aucun patient ne leur dit on en est où dans la loi. Ce qu'ils veulent, c'est être mieux soulagés, mieux soignés, qu'on améliore leur logistique du quotidien. Et puis, je me permets de vous dire aussi que vous avez pu voir depuis 6 mois, il y a aussi un élan très fort sur peut-être une meilleure inclusion de la vulnérabilité dans notre société, à partir de 4 événements, moi, qui m'ont marqué. Depuis 6 mois, on a quand même eu le film Un petit truc en plus, 11 millions de spectateurs pour essayer d'accueillir, de mieux inclure la vulnérabilité. On a eu les Jeux paralympiques, on a des hommes, des femmes qui ont décroché des médailles de résilience après des événements de vie absolument dramatiques, ou peut-être ils ont eu envie de finir leur jour. On a ces 3 garçons qui ont la maladie de Charcot, qui derrière leur bannière invincible se battent comme des fous avec une fureur de vivre pour essayer de mobiliser la population pour qu'on puisse avoir des moyens, des soins, pour qu'on fasse de la recherche dans la maladie de Charcot et autres, et qu'on puisse avoir un autre regard sur la vulnérabilité. Et enfin, dans quelques jours, dans ce grand challenge du Vendée Globe, vous avez quand même 2 skippers qui partent avec la voile vulnérable pour essayer encore de sensibiliser à l'accueil de cette vulnérabilité. Et finalement, je pense vraiment qu'on pourrait dépasser ce projet de loi dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire dans la continuité de ce qui a été fait de manière législative. Et au lieu de dire vous êtes vulnérable, vous êtes euthanasiable, pouvoir dire vous êtes vulnérable, et bien ensemble, avec vous, on est mobilisable. C'est à mon avis une occasion unique de pouvoir le faire. Et dans cette période où on est en tension partout, et bien le risque de céder à la tentation bien compréhensible de faire mourir doit nous ressaisir, et ce courant doit nous y aider, je pense. Et pourquoi les extrémistes qui ne sont pas les plus nombreux sont-ils les plus influents, alors que justement le climat social va à l'inverse de ce qu'ils préconisent ? Je ne sais pas. Ce qui est souvent le cas, c'est que dans des périodes de tension, notamment quand on agite des peurs ou quand on agite des contre-vérités en maniant des mots et finalement en disant que le droit, la liberté, c'est de pouvoir se suicider, que le suicide, c'est l'ultime droit, et qu'on écrit un texte qui est dans lequel il n'y a jamais le mot euthanasie et suicide assisté, alors qu'il ne s'agit que de cela, c'est bien qu'il y a une ambiguïté, c'est bien qu'il y a un flou, c'est bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et c'est pour ça qu'il y a 24 fédérations de soignants qui ont écrit une tribune, qui se sont mobilisés pour dire, écoutez, on est très inquiets, donner la mort n'est pas un soin, et nous avons mieux à offrir. En tout cas, nous avons envie de nous mobiliser davantage, et peut-être d'ailleurs que ce spectre de l'euthanasie nous fait mobiliser davantage. Et parmi ces soignants, vous avez les étudiants en médecine, les aides-soignants, les infirmiers, les oncologues. Vous espériez qu'on reparte de zéro, que Michel Barnier dise on va repartir de zéro, on va refaire tous les débats? Parce qu'en fait, en soi, ça pouvait être attendu. Le texte avait été subitement arrêté et revient tel quel. On pouvait quelque part un peu s'y attendre. Eh bien, pour moi, si la copie initiale a contribué en quelques heures à une telle sortie de route, c'est qu'il ne faut pas repartir de la copie initiale et qu'il faut revoir la copie. Et je pense qu'il faut revoir la copie à la lumière de ce mouvement social qui existe en ce moment et qui nous encourage à prendre plus soin des personnes vulnérables, à plus les accueillir, à nous mobiliser davantage. Bien sûr, à entendre aussi ceux pour qui la vie est trop dure. J'ai aussi entendu des gens pouvoir dire qu'ils seraient rassurés de savoir qu'il y a la possibilité un jour de dire stop. Eh bien, essayons de construire peut-être plus avec eux qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant, quelque chose qui puisse être quelque chose de vraiment fraternel, mais équilibré. Les soignants prennent un nouveau bras de fer sur l'aide à mourir, titré Le Figaro hier. Est-ce que l'ensemble du corps soignant, des soignants, sont opposés à cette aide à mourir? Comment vous sentez les choses? Rappelons-le, vous êtes urgentiste et membre du service de soins palliatifs de Curie. Est-ce que tout le monde, de l'aide soignante jusqu'au médecin, quel regard portez-vous sur cette aide à mourir? Moi, au sein de mes collègues, il n'y a pas une personne qui se verrait faire cet acte de faire mourir. Nous sommes parfois confrontés à mais c'est assez rare, vous à en des parlez personnes qui... oui, bien sûr, nous en parlons très souvent, et nous sommes très sensibilisés à ce qui peut se passer.
Mais quand nous sommes confrontés à une personne qui demande qu'on la fasse mourir, il y a toute une procédure, toute une mobilisation qui fait que nous focalisons sur les raisons de cette demande à faire mourir, et bien souvent, ce sont des raisons qui sont mobilisables. Ce sont des raisons, c'est-à-dire des gens qui peuvent être pas suffisamment bien soulagés, et quand vous n'avez pas dormi depuis 2 jours parce que vous avez mal, vous avez envie de mourir. Mais quand vous avez plus mal, vous n'avez pas la même envie que la veille. Vous avez des gens qui se sentent abandonnés parce qu'il y a beaucoup de solitude, et se sentant abandonnés, ils se disent mais qui va s'occuper de moi dans 15 jours, dans 1 mois, dans 3 mois, alors que je sens que ma vie est en train de me lâcher. Et donc, plutôt mourir ne sachant pas. Donc, si vous voulez, il y a l'offre de soins, et notamment l'offre de soins palliatifs, qui permet de soulager, d'accompagner, d'écrire le projet de soins, de dire ce qui est possible, vient bien souvent rassurer, apaiser et donner aux gens l'envie de continuer la route, parce que la vie s'insère dans ces petits interstices. Et puis, si en fin de vie, malgré tout ce qu'on peut faire, l'inconfort est toujours présent, ou l'inconfort est présent, on peut toujours endormir les gens. Alors ça règle pas tous les problèmes, bien évidemment, mais ça en règle beaucoup, et dans les zones où il y a cette offre de soins, les demandes sont hyper faibles. Et dans les zones où il n'y a pas, les demandes sont plus fortes parce qu'il n'y a pas d'accès aux soins, et parce qu'on n'est pas rassuré de la perspective d'être un jour vulnérable. Pourquoi les politiques ne sont-ils pas accessibles à ces arguments-là ? Je pense qu'il y a des politiques qui sont accessibles à ces arguments. Je pense qu'il y a des politiques qui le sont moins. Et en tout cas, souvent, ils ont été confrontés à une situation personnelle qui a pu leur faire dire à quoi bon. Il y a aussi une pression très forte, évidente, d'une mobilisation de lobby fort pour faire passer une idée qu'on doit pouvoir décider du jour et de la mort, de notre jour de mort et de notre heure de mort, mais avec l'aide d'un tiers. Et ce tiers devrait être un soignant, pour qui l'engagement est quand même très loin de celui de faire mourir sur rendez-vous. Et justement, est-ce que les soignants sont prêts, et dans quelle mesure sont-ils prêts à se mobiliser, et comment ? Parce qu'on imagine bien que leur poids compte, vu l'état de l'hôpital et vu les difficultés dans lesquelles se trouve l'exécutif aujourd'hui. Une mobilisation des soignants suffirait-elle à bloquer le processus parlementaire ? Il y a quand même une mobilisation des soignants sur des fédérations qui se regroupent et qui envoient des messages et qui demandent des rendez-vous. Maintenant, il ne faut pas oublier... Donc, je ne sais pas quelle est la mobilisation physique des soignants demain, mais il faut quand même avoir une idée de ce qu'est l'hôpital aujourd'hui. On est en tension en permanence. Vous avez des lits qui sont fermés depuis le Covid, qui sont en centaines et en centaines. Vous avez aux urgences des gens qui attendent sur les brancards. Donc, il y a l'urgence de pouvoir aider à offrir le soin que l'on attend quand on a besoin d'être soulagé, quand on a besoin de guérir une maladie, quand on a besoin d'être hospitalisé, quand on a besoin de revenir à la maison avec une logistique qui soit acceptable. Et pour toutes les personnes qui sont vulnérables ou handicapées, une politique de soins, une politique de la ville qui leur fait que le quotidien est un vrai quotidien et pas une bataille sans cesse pour traverser la rue, monter dans un bus et obtenir un repas. Il y a tout de même un sujet qui fait consensus, le développement des soins palliatifs. Les 2/3 des patients qui auraient besoin de soins palliatifs n'y ont pas accès. Tous les départements n'ont pas d'unité de soins palliatifs, alors que c'est une obligation depuis la loi Leonetti. Sur ce volet, Catherine Vautrin avait annoncé un investissement de plus d'1 milliard d'euros en soins palliatifs. Depuis ces annonces, il y a maintenant... Sur 10 ans. Sur 10 ans. Depuis ces annonces, il y a maintenant quelques mois. Que s'est-il passé ? Alors, il y a le travail actuel de développement des soins palliatifs, mais il y a quand même un problème. C'est que le projet de loi de développement des soins palliatifs, même si à mon avis il n'y a pas besoin de projet de loi, parce que depuis 1999 il y a déjà une loi qui manque, c'est l'argent, qui acte le fait que toute personne sur le territoire français a le droit à accéder à des soins palliatifs, donc il suffirait de les développer. Mais bon, le projet de loi qui mobiliserait des moyens pour pouvoir développer ces soins palliatifs est collé, adossé et sert d'enrobage, voire de vernis à la loi suicide euthanasie. Donc ça veut dire que les deux sont associés l'une ou l'autre. Pour vous, c'est impossible. Mais bien sûr, on devrait immédiatement sortir ces deux lois, faire voter ce projet de loi de développement des soins palliatifs, qui serait probablement voté à l'unanimité, comme l'a été la loi Leonetti en 2005, et immédiatement mobiliser les ressources pour les soins palliatifs. Or là, il sert d'enrobage pour l'autre loi. Donc on va se reprendre encore 1 an et demi à ne pas avancer, parce qu'elle est collée à l'autre. D'enrobage, c'est pas suppositoire, en fait.
Sans doute. Puisque vous mettez des soins palliatifs, hop, et ça permet de faire passer la fin de vie si vous posez ça comme condition, comme préalable. Donc vous, ce serait de détacher la condition des soins palliatifs, enfin le sujet soins palliatifs, de le détacher absolument de tout autre type de revendication. Oui, parce que le projet de loi soins palliatifs fait l'unanimité. Votons-la immédiatement et développons... Et ça, vous l'avez demandé à Michel Barnier, où il y a des syndicats mais on qui le demande demandent depuis le début, y compris à Et Mme alors, Vautrin, quelle est la etc. réponse ? La réponse, c'est que ceux qui ont écrit le projet de loi disent qu'il faut maintenir les deux. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui relève de un peu de manipulation quand même, parce que vous allez dire, ben voilà, il y a le projet de loi soins palliatifs aide à mourir. Bon, bah, qui est contre le développement des soins palliatifs? Donc les gens vont voter. Et cette aide à mourir, d'abord, il n'y a jamais marqué que c'est euthanasie, jamais marqué que c'est aide au suicide. Donc il faudrait clarifier les choses, parce que quand les choses sont pas claires, eh bien, c'est qu'il y a un loup, on l'a dit. Et deuxièmement, séparer ces deux lois, parce qu'il y en a une qui permet d'être votée immédiatement et de permettre aux gens d'être soulagés, aidés, accompagnés, de pouvoir accéder aux soins le plus vite possible. Et il y a un boulot immense. Et ensuite, se poser la question sur une possible aide à mourir. Peut-être que c'est la dernière chose, le dernier service à rendre à certaines personnes, mais il y a quand même un ordre. L'ordre, c'est que ça soit pas par défaut d'accès aux soins, que ça soit un choix avec les conditions du choix, que ça soit pas uniquement parce qu'on a mal et qu'on n'a pas accès à des soins qui vous permettent d'être soulagé et de vivre autre chose, et qu'on puisse le faire dans un climat qui est inclusif pour les personnes vulnérables et pour les personnes fragiles. C'est quand même la moindre des choses. En un mot, la nouvelle ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, est elle-même médecin. Est-ce que ça peut être un bon relais ? Je l'espère. Elle avait été à la tribune il y a quelques mois à venir dire que donner la mort n'est pas un soin. Oui, pardon, un soin, c'est un acte technique destiné à soulager, à guérir et à permettre une meilleure qualité de vie. Et puis elle était venue dire qu'elle pensait qu'il fallait séparer les deux lois. Donc sur ces deux points, j'espère qu'elle va maintenir sa position. Merci beaucoup, docteur Alexis Burnot, médecin au service de soins palliatifs de l'Institut Curie, d'avoir été ce matin l'invité de la matinale. Merci.